Yamoussoukro abritera du 18 au 21 octobre 2022 le colloque international sur l'intégration africaine. Pour comprendre les enjeux de ce colloque international, nous recevons dans le cadre de votre émission À vous la parole, professeur Boa-Thiémélé Ramsès. Bienvenue à tous et à toutes. Qui est le professeur Boa-Thiémélé Ramsès? Professeur Boa est professeur titulaire de philosophie. Ici au département de philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny, où j'ai fait tous mes grades, d'abord en tant qu'étudiant, ensuite en tant qu'enseignant, assistant depuis 1987. Entre-temps, je suis allé faire les études de troisième cycle en France, à Poitiers. Après Poitiers, je suis revenu au pays. J'ai enseigné au lycée moderne de Bondoukou. Et puis donc depuis 1987, je suis membre de cette grandiose institution qui s'appelle désormais l'Université Félix Houphouët-Boigny. Naguère, ça s'appelait d'abord Université nationale, ensuite Université d'Abidjan et enfin Université Félix Houphouët-Boigny. Quelle est l'entité qui organise le colloque à venir? Nous avons 4 entités. D'abord, le département de philosophie de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, l'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II de Yamoussoukro. Troisième lieu, l'association ivoirienne des professeurs de philosophie, en acronyme AIPP. Et puis, quatrième entité, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, située à Yamoussoukro. En juin 2022, il y a eu un colloque international sur la gouvernance. Un autre colloque international sur l'intégration africaine est prévu en ce mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qui motive l'organisation de 2 colloques en l'espace de 3 mois dans la même année? Ce qui motive l'organisation de ces 2 colloques, signalons pour commencer que ce sont des entités différentes qui organisent qui ont organisé le colloque dont vous parlez et puis le colloque à venir. Malgré donc la différence institutionnelle, il y a un point commun qui nous rassemble. Ce point commun-là vient de la nature même de l'université. L'université a une orientation d'abord enseignement, ensuite recherche. Et donc faire de la recherche, cela suppose intégrer les éléments épars de la société, réfléchir sur des disciplines, sur ce qui peut amener notre société et notre univers à être compris à la fois par les étudiants et par les enseignants eux-mêmes. Et donc ouvrir l'université sur la société. N'oublie pas que depuis les années 2012-2013, nous sommes passés au LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Et l'élément essentiel du système LMD, c'est que l'université doit être articulée sur la société. Ce colloque aura pour thème principal l'intégration africaine. Qu'est-ce qui justifie le choix d'un tel thème? Comme je le disais tantôt, il y a la réforme LMD qui oblige nos universités à ne plus vivre en vase clos, mais à s'articuler sur les problématiques de la société. Dans les années 80-90, je vous le disais tout à l'heure, lorsque j'étais étudiant ici, il y a eu un bouillonnement intellectuel ici à l'université. Et il y a eu beaucoup de débats très intéressants sur la philosophie africaine, sur l'histoire africaine. Est-ce qu'on peut dire que les Africains ont une histoire ou pas? Sur le théâtre africain, peut-on parler du théâtre africain ou pas? Est-ce qu'il y a une science africaine? Est-ce que les Africains sont aptes à la science? Est-ce qu'on peut parler de démocratie africaine, etc. Donc vous voyez bien que l'université a toujours été le lieu d'effervescence
et le lieu de bouillonnement intellectuel. Qu'est-ce qui justifie ce thème? Ce qui justifie ce thème, d'abord, l'articulation sur la société. Ça, c'est le premier niveau. Ne pas s'enfermer dans l'enseignement, mais ouvrir la société, ouvrir l'université sur le monde extérieur. Mais aussi la nécessité, parfois quand on marche, de s'arrêter et puis de regarder derrière soi. Et quand on regarde derrière soi, en ce qui nous concerne, nous, Africains, il y a la problématique de l'unité africaine, de l'Union africaine, du panafricanisme et de l'intégration africaine. Cela dit, en quoi consiste l'intégration africaine? Là, vous m'amenez avant-terme à faire le colloque. C'est de cela qu'il sera question dans les jours à venir. Ce sera l'objet de discussions, d'échanges. Mais selon les résumés que nous avons reçus, différentes dimensions de l'intégration seront abordées, c'est-à-dire la dimension politique, la dimension enseignement, la dimension culturelle, quoi encore, la dimension artistique, l'intégration sécuritaire, l'intégration architecturale. Et donc, en quoi consiste l'intégration africaine? Mais au sortir du notre colloque, je pense que nous aurons la possibilité d'être mieux situés sur cette idée-là. Y a-t-il, selon vous, une différence entre la vision de l'intégration africaine telle que voulue et pensée par les pères des indépendances et celle de la génération actuelle? Là, vous m'amenez avant-terme à faire le colloque. C'est de cela qu'il sera question dans les jours à venir. Ce sera l'objet de discussions, d'échanges. Mais selon les résumés que nous avons reçus, différentes dimensions de l'intégration seront abordées, c'est-à-dire la dimension politique, la dimension enseignement, la dimension culturelle, quoi encore, la dimension artistique, l'intégration sécuritaire, l'intégration architecturale. Et donc, en quoi consiste l'intégration africaine? Mais au sortir du notre colloque, je pense que nous aurons la possibilité d'être mieux situés sur cette idée-là. L'intégration africaine n'est-elle pas une vue de l'esprit? Non, pas du tout. L'intégration africaine n'est pas une vue de l'esprit. D'ailleurs, tous les jours, nous voyons les populations, excusez-moi de l'expression, se moquent un peu des frontières qui sont des lignes artificielles qui séparent parfois des peuples, des familles, des cultures. Les déplacements des populations nous montrent nous le montrent et nous le démontrent tous les jours que l'intégration africaine n'est pas une vue de l'esprit. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore? L'intégration africaine fonctionne très bien dans notre domaine, en tout cas dans le domaine universitaire par exemple, avec le CAMES, le CAMES qui est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et puis, je vais rappeler au plan sportif, il y a l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines. Donc, vous voyez, ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais ce CEDEAO a existé. Donc, vous voyez bien qu'à ce niveau également, nous ne pouvons pas dire que l'intégration africaine est une vue de l'esprit. D'autres aspects de la vie de tous les jours montrent au quotidien que l'intégration africaine n'est pas une vue de l'esprit. L'on parle souvent d'une CEDEAO des peuples à côté de la CEDEAO des États. Est-ce la même chose au niveau de l'Union africaine? En fait, il me semble que cette distinction ou bien ce distinguo que nous entendons dans les médias et que nous vivons aussi au quotidien quand nous faisons référence aux textes, aux différentes vidéos sur les réseaux sociaux, nous amène en fait à l'idée que, en réalité, les peuples africains veulent plus d'intégration.
L'intégration par le haut, par les institutions, elle est lente, elle prend du temps. Et le peuple ne se sent pas très proche de ces formes d'intégration. Et donc, c'est un appel. Je pense que le peuple nous appelle, la population nous appelle à plus d'intégration, à amener nos États, nos institutions, l'UA, la CEDEAO, à accélérer le processus d'intégration. Mais qu'est-ce qui sépare les peuples africains selon vous? Tout nous sépare, mais en même temps, tout nous unit. Qu'est-ce qui nous sépare? La forêt, le désert, les fleuves, les langues, les cultures, les différentes formes même de colonisation. Parce que d'avoir été colonisé par les Portugais, par les Français, par les Espagnols et puis par endroits par les Allemands, développe des types de personnalités qu'il faut réajuster. Mais ce qui nous sépare, c'est également ce qui va nous permettre de nous unir, c'est-à-dire créer des ponts, construire des ponts, construire des routes, construire beaucoup de routes d'intégration recherchées à travers nos différentes cultures, les éléments d'intégration dans nos langues, dans nos cultures. Il faut donc, si je peux me le permettre, partir des malheurs que nous avons subis en commun pour bâtir justement une Afrique heureuse. Peut-on prédire que s'il n'y avait pas eu la colonisation, l'intégration en Afrique aurait été plus facile? Non, on ne peut rien prédire du passé. On ne peut rien prédire sur le passé, encore moins sur le futur, quand il s'agit des hommes, parce qu'il y a cette manière imprévisible quand on parle de l'homme, parce qu'il y a la problématique de la liberté. L'Afrique est comme tous les continents. Il y a eu des guerres, il y a eu des dissensions, il y a eu, comme on appelle, des grands ensembles qui ont existé. Donc personne ne peut dire ce qui aurait pu se passer. Je pourrais rappeler les différentes invasions plutôt, qui ont parfois ralenti notre histoire. Depuis l'Antiquité, il y a eu les Hyksos, les Hittites, les Grecs, les Romains, ensuite les Arabes, et puis bon, les Européens. Et donc nous ne pouvons pas savoir ce qui aurait pu se passer. La tension actuelle entre la Côte d'Ivoire et le Mali est-elle un signe de l'impossible intégration africaine? Oh non, ce n'est pas du tout signe de l'impossibilité, c'est même, je vais être paradoxal, c'est même la preuve de la possibilité de l'intégration africaine et même la preuve qu'il faille accélérer et désirer plus l'intégration. Parce que si justement nous avions cette approche que beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'artistes d'ailleurs chantent, magnifient, il aurait eu moins de problèmes. C'est parce que nous n'avons pas une vision intégrée et que nous pensons qu'il y a une différence absolue entre la vie politique et économique du Mali et la vie politique et économique de la Côte d'Ivoire. C'est même la preuve, cette crise-là, c'est même la preuve que nous devons aller très vite à l'intégration africaine. Selon vous, qu'est-ce qui empêche les pays africains de véritablement s'intégrer? Oui, c'est vrai, cela nous ramène à la question de départ. Tout et rien. Qu'est-ce qui empêche les pays africains de véritablement s'intégrer? Tout et rien. D'abord nous-mêmes. Il faut vouloir fortement l'intégration. Il faut penser et vivre l'intégration. Il faut se donner les moyens de l'intégration et se demander est-ce que nous comprenons même la nécessité de l'intégration. Donc ça, c'est le premier niveau de mon analyse, nous-mêmes. Deuxième niveau, l'ordre du monde. Le monde s'est mis en place sans nous et bien souvent, il s'est mis en place contre nous. Et donc, nous devons réécouter d'ailleurs, si vous faites attention, le dernier discours du ministre des Affaires étrangères du Togo à la dernière Assemblée générale de l'ONU,
Et depuis une vingtaine d'années, il y a ce vœu et ce désir-là de réformer l'ONU, de réformer son mode de fonctionnement, parce que ce sont des éléments de la politique internationale qui constituent des éléments qui empêchent aussi l'intégration des pays africains. À quoi doit-on s'attendre au cours du colloque international sur la question? Nous devons nous attendre à de profondes réflexions. En tant qu'universitaires, la contradiction, c'est ce que nous recherchons. Nous aimons la contradiction, nous ne fuyons pas la discorde, nous ne fuyons pas la contradiction. C'est de là que jaillit justement la lumière. Et nous espérons des débats très riches, des débats contradictoires, des empoignades, mais également des recommandations et puis des résolutions, dans le droit fil même de la nature de l'université. Combien de panélistes sont attendus? À l'état actuel, nous avons reçu 128 résumés, 128 communications qui ont été proposées et qui ont été acceptées. Il y aura des travaux en plénière, donc environ 128 plus 4 ou 6 autres communications en plénière. Donc vous voyez que nous sommes autour de 131 communications. Il y aura 5 ateliers divisés en 5 axes. Le premier axe, histoire de l'intégration africaine. Le deuxième axe, le bilan de l'intégration africaine. Le troisième axe, le défi de l'intégration africaine. Le quatrième axe, intégration socio-culturelle et indépendance économique. Et enfin, le cinquième axe sera sciences, technologie, capital humain et puis multipolarité. Voilà, donc vous voyez, ce sera un colloque très riche eu égard aux différents axes qui ont été dégagés. Quels sont les pays invités? Nous avons une dizaine de pays, aussi bien des pays africains, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Imaginez-vous l'ensemble des propositions reçues. Nous avons 48 communications proposées par nos frères du Cameroun pour une cinquantaine de communications d'Ivoiriens. Donc vous voyez bien qu'il y a eu un engouement extraordinaire pour nos frères de l'Afrique centrale. Nous avons donc des frères qui vont venir de la Guinée, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, de la Tunisie, de la Belgique, et puis bon, d'autres pays également. Et puis il y aura des visioconférences d'ailleurs pour ceux qui auraient des problèmes de visa. Comment seront exploitées les conclusions de ce colloque international pour une véritable intégration africaine? Bon, comme je le disais tout à l'heure, pour le moment, nous ne pouvons pas faire le colloque avant terme. Nous ne savons pas. Ce sera le colloque qui nous donnera les pistes. Mais la partie qui nous concerne va porter sur l'édition des actes. Et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix nous a promis l'édition des actes. Et donc, à ce premier niveau, l'exploitation, c'était le sens de votre question, l'exploitation sera faite par les éditions. Comment se fera le suivi de façon concrète? Mais encore une fois, ce sera le colloque qui va nous le dire à travers les recommandations et les résolutions qui seront prises par le colloque. D'aucuns affirment que c'est un colloque international de trop. Que répondez-vous à cela? Non, la réflexion n'est jamais de trop, hein, cher ami. C'est même parce que nous ne réfléchissons pas souvent que nous sommes surpris. Et lorsque les problèmes adviennent, nous faisons
nous, en tant qu'universitaires, notre part, c'est-à-dire faire des propositions, penser, construire le monde. Les artistes font leur part, les hommes politiques font également leur part, aux journalistes comme vous, de jouer leur rôle. À côté de l'intégration africaine, l'on parle aussi de panafricanisme à l'ancienne avec les pères fondateurs comme Nkrumah, avec Med Passere Titenga et autres. Quel lien faites-vous? Mais le lien, il est évident. Nous ne refusons pas notre part d'héritage. Nous sommes les héritiers de tous ces grands penseurs. Titinga Pachere, Nkrumah, Lubumba, Houphouët-Boigny, Topman, Sékou Touré, et tous ceux, les Nasser, tous ceux qui ont pensé l'intégration africaine. Et c'est pourquoi dans l'intitulé de notre colloque, il y a bien l'idée de vision et l'idée de bilan. Et quand le thème c'est l'intégration africaine de la vision des pères des indépendances à l'actualité d'un projet. Et il y aura un panel qui va être consacré au bilan. Et donc nous allons voir ce qui s'est passé entre-temps. Mais il n'y a pas que le panafricanisme, il y a aussi de nouveaux panafricanistes vrais ou autoproclamés en dehors des enseignants. Ceux-là, on les retrouve sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télé dans les rues. Je veux parler de Kémy Séba, de Nathalie Niam et aussi des opposants au CFA. Que pensez-vous de leurs idées et les représentants de leur courant de pensée sont-ils conviés? Ah oui, d'accord. Bon, je ne sais pas si je dois y répondre en tant que président du comité scientifique ou en tant qu'universitaire panafricain, je l'assume, pour l'intégration africaine. Pour le moment, ma casquette de président du comité scientifique m'empêche de faire prévaloir mon point de vue personnel. Mais juste une piste, nous sommes pour la diversité d'approche. D'abord, en tant qu'universitaire, plus il y a une diversité de points de vue, et plus l'Afrique va en tirer profit. Deuxièmement, personnellement, j'évite de me prononcer sur les lignes panafricaines et les lignes d'intégration. D'abord parce que je disais tout à l'heure, l'intégration a besoin de la diversité d'opinions. Et comme je le disais à un ami, plus nous nous combattons, nous en tant que panafricains, en tant qu'acteurs de l'idée d'intégration, moins l'Afrique en tire profit parce que ce combat entre différents groupes affaiblit l'unité. Et parce que nous risquons de laisser le malade et de nous empoigner. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure la diversité. La diversité est source d'enrichissement. Que ce soit une intégration néolibérale, communiste, socialiste, capitaliste si l'on veut, une intégration immédiate par zone, tout ça contribue justement à l'idéal panafricain. Et donc, pour me résumer sur cette question, je suis d'accord avec les différentes approches. Le moment venu, nous allons organiser des colloques avec des spécialistes de l'économie, avec les spécialistes de la sécurité, avec des spécialistes de certains secteurs. Mais écoutez, nous avons envoyé l'appel à la communication sur les réseaux sociaux et puis dans le monde entier, selon le programme de chacun et selon l'intérêt de chacun, les intellectuels, les penseurs, les enseignants, les artistes se sont inscrits. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons plus d'une centaine
comment dirais-je, de communication. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas pu venir, ne sera pas là, qu'il est contre l'idée d'intégration telle que peut-être nous le pensons. Il me semble que chacun a son programme. Nous ferons avec ceux qui viendront. Et moi, j'évite la logique de la sorcellerie. Cette logique de la sorcellerie, c'est que quand quelqu'un n'est pas présent quelque part, on pense que c'est parce que cette personne-là est contre l'idée qui se passe. Non, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Et d'ailleurs, plus nous serons nombreux et plus nous serons heureux justement de voir les idées contradictoires se heurter. Professeur, vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux. Quel retour d'expérience? Le retour d'expérience, le retour est bon. Une sélection naturelle se fera avec le temps. Je suis pour, comment dirais-je, pour la liberté d'expression. Je remarque sur les réseaux sociaux toutes les nuances du panafricanisme, toutes les nuances d'intégration et toutes les nuances d'amour de l'Afrique. Et personne n'a le monopole de l'amour et de l'amitié de l'Afrique. Et moi, je suis content qu'il y ait ce bouillonnement à l'égard de l'unité africaine, de l'intégration africaine et du panafricanisme. Non, je n'ai pas voulu me disperser, donc je suis sur Facebook. Peut-être que ça fait vieux jeu, peut-être que vous les jeunes, vous êtes sur d'autres réseaux, mais je préfère Facebook. Vous êtes ivoirien, mais vous revendiquez vous-même à titre personnel une sorte d'authenticité africaine avec l'Égypte et l'égyptologie. Pouvez-vous nous en parler? Oui, mais c'est ma part d'unité africaine, c'est ma part du panafricanisme. J'assume sur le plan culturel, sur le plan biologique, cette filiation avec nos ancêtres, immédiats ou lointains. L'égyptologie africaine, elle s'enracine de plus en plus. Elle a été combattue, elle a eu du mal à s'affirmer. Et nous reconnaissons comme l'un des fondateurs de l'égyptologie africaine. Je ne parle pas de l'égyptologie de façon générale, mais je parle de la filiation égyptologique africaine, celle qui part de Cheikh Anta Diop, de Tufil Obenga, et qui intègre Dibombari Bok, Somé Yuporeka, Bok Bassong, Biogo au Gabon, Sall au Sénégal. Donc il y a une pléthore d'écoles. Pour en revenir à l'idée qui avait été soulevée tout à l'heure, il faut encourager la contradiction, il faut encourager la diversité, il faut encourager la création de multiplicité d'écoles, surtout d'égyptologie africaine. Et donc, je pense que cette égyptologie africaine, issue des racines de Cheikh Anta Diop, de Tufil Obenga et puis bon, de d'autres personnalités, cette égyptologie me paraît la plus convaincante. Et du promontoire où moi je suis, j'affirme mon afrocentricité, c'est-à-dire donc mon retour à mes origines égypto-nubiennes. Est-ce pour cela que vous êtes Ramsès II? Et j'ai ajouté Ramsès II à mes prénoms, aux prénoms que mes parents m'ont donnés, parce que à un moment donné de mon parcours intellectuel, spirituel et professionnel, j'ai pris conscience de mes origines. Et donc je n'ai pas voulu que cette origine africaine disparaisse, parce que nous avons ce défaut de refuser de porter les noms africains. Et nous nous encombrons avec des prénoms et des noms qui viennent d'ailleurs. C'est bien l'ouverture vers les autres, mais il faut aussi trouver un racinement en soi. Et donc, prendre Ramsès II, pour moi, c'était une façon de fructifier l'héritage
mais en même temps de revenir à ce qui fut mon passé le plus glorieux et le plus lumineux. Nous sommes au thème de nos échanges. Quel message pouvez-vous donner pour appeler à la mobilisation autour du colloque international de Yamoussoukro? Chers amis, chers enseignants, chers étudiants, cher public, nous vous invitons au colloque international sur l'intégration africaine qui aura lieu à Yamoussoukro du 18 au 21 octobre 2022. Nous invitons les professeurs, nous invitons les élèves, les étudiants de Yamoussoukro, nous invitons les autorités politiques, nous invitons tous les curieux et tous ceux qui aiment le débat, et tous ceux qui veulent apprendre, et tous ceux qui ont un souci concernant le présent et l'avenir de l'Afrique, à venir discuter, à venir partager leur amour de l'Afrique, à venir nous donner des orientations, mais surtout à venir donner des idées, des pensées et des doctrines qui pourront être réutilisées plus tard par les hommes politiques et par tous ceux qui ont besoin d'être assis sur des bases solides concernant l'intégration africaine, le panafricanisme et l'unité africaine. Fin de ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro. Au revoir.